On va corriger le CC2 de novembre 2019. Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué, mais qui va être très enrichissant justement, puisqu'il va nous montrer tout ce qu'il y a à savoir en mécanique en vue de ce CC. Alors, on va commencer par la question de cours. Question 1, je vous joins le sujet juste à côté de la vidéo. Montrer qu'une force constante en norme et en direction est une force conservative. Alors, déjà on va rappeler la définition d'une force conservative, c'est ce que j'ai écrit ici. Une force est conservative seulement si le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi. Donc, pour montrer qu'une force constante est conservative, il va falloir qu'on calcule le travail de cette force. Alors, je rappelle la définition du travail. W entre un point A et un point B, ça va être égal à l'intégrale entre A et B de F scalaire dr. Avec F qui est la force dont on considère le travail, et dr qui est le vecteur déplacement élémentaire. Donc ici, si on veut calculer le travail, on va commencer par expliciter ces deux valeurs. On a F qui est une constante. On va se placer, pour traiter ce problème très général, on va se placer en coordonnées cartésiennes. Donc on va dire que F va être égal à AI plus BJ plus CK. Avec I, J et K qui sont les vecteurs unitaires de la base cartésienne, et A, B et C qui sont des constantes, puisqu'on veut que F soit une constante. Maintenant, on écrit le vecteur déplacement élémentaire, dr, et celui-là, on sait que, en coordonnées cartésiennes, il est égal à dxi plus dyj plus dzk. Voilà. Si vous avez du mal à déterminer un vecteur déplacement élémentaire, vous pouvez aussi dire qu'il est égal à v dt. Vous écrivez la vitesse en coordonnées cartésiennes, puis vous multipliez tout par dt, et vous arrivez au même résultat. Voilà. Ça vous permet de trouver facilement le vecteur déplacement élémentaire. Ensuite, une fois qu'on a ça, il va falloir qu'on fasse le produit scalaire entre les deux. Alors, je vous le rappelle, quand on va faire un produit scalaire, on prend juste les différentes composantes des vecteurs et on les multiplie entre elles. C'est-à-dire que ici, f scalaire dr, ça vaudra a fois dx, plus b fois dy, plus c fois dz. C'est ce qu'on va écrire ici. Donc, w pour aller de a à b, ça va être égal à l'intégrale entre a et b de a dx plus b dy plus c dz. Voilà. Maintenant, on va juste séparer cette intégrale en trois parties pour pouvoir calculer facilement. Et donc, ça va être égal à l'intégrale entre a et b de a dx plus l'intégrale entre a et b de b dy plus enfin l'intégrale entre a et b de c dz. Voilà. Maintenant, ces trois intégrales qu'on peut calculer très facilement, puisque ça va juste être une constante qu'on va vouloir intégrer. Ça veut dire que ici, l'intégrale d'une constante, ça va être cette constante fois x, puisqu'on intègre par rapport à x. Et puis ensuite, on va l'évaluer entre pour la position x en b et la position x en a. Voilà. On va faire pareil après avec les variables en y et en z. Donc, je vais écrire ça explicitement. Ça va être égal à ax entre la position x en b et la position x en a, plus pareil avec y et z. Donc by évalué en yb, pardon, la position y en b et en ya, la position y en a, plus cz avec ici zb, donc la position au point b, la position z au point b, moins za, la position z au point a. Voilà. Et maintenant, on a juste à écrire ça avec les bornes d'intégration. Donc, ça va être égal à a facteur de xb moins xa, plus b facteur de yb moins ya, plus, je ne vais pas avoir la place pour écrire sur la ligne, c facteur de zb moins za. Voilà. Donc là, on a calculé le travail d'une force constante entre un point A et un point B. Alors, qu'est-ce qu'on remarque?
eh bien on remarque que ce travail, il ne dépend absolument pas du chemin suivi. Il dépend juste des points, des positions initiales, ok? Il dépend des coordonnées xb, yb, zb, donc c'est-à-dire des coordonnées du point B, et pareil, des coordonnées xa, ya, za, c'est-à-dire des coordonnées du point A. Voilà. On a donc prouvé que le travail d'une force constante ne dépendait absolument pas du chemin suivi. On va essayer de représenter ça graphiquement. Si jamais on a un point A et un point B, et qu'on cherche différents chemins pour aller de A à B. Donc on peut considérer celui-là par exemple, celui-là, voilà, ou bien n'importe quel autre. Et bien en fait, le travail, enfin, quand notre point il passe par ce chemin, ou bien qu'il emprunte ce chemin-là, son travail, s'il est soumis à une force constante, sera toujours le même. Il y aura toujours ça. Donc il ne dépend que des coordonnées en B, c'est-à-dire xb, yb, zb, et des coordonnées en A, xa, ya, za. Voilà, ça nous montre bien que le travail est une force conservative. Mince, qu'est-ce que j'ai dit? Ça nous montre bien, pardon, comme le travail ne dépend pas du chemin parcouru, ça nous montre qu'une force constante est conservative. Il y avait une autre manière alternative de le dire, mais selon vos professeurs, elle n'a pas toujours été formulée, puisque cette définition suffit. Mais on va quand même étudier l'autre méthode, qui est moins calculatoire, et qui nous permet de relier directement ça avec le potentiel. Alors, l'autre définition qu'on peut expliciter, c'est que le travail d'une force, enfin, pour une force conservative va forcément dériver d'un potentiel, d'accord? C'est-à-dire que vous pourrez toujours exprimer une énergie potentielle qui sera liée à cette force. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Alors, on sait en fait qu'on a, je vous rappelle la définition d'énergie potentielle, on a que EP, DEP, est égal à moins F scalaire dr. Voilà. Donc, ici, on a notre force conservative, on a notre déplacement élémentaire. Si à partir de là, on arrive à donner explicitement une énergie potentielle, ça voudra dire que la force est conservative. Vous n'avez pas besoin de retenir cette méthode, mais si jamais vous voulez une alternative, c'est une bonne chose de la comprendre. Alors, donc on avait que F valait AI plus BJ plus ZK, on avait que DR valait DXI plus DYJ plus DZK. Donc on va réécrire ça. C'est égal à moins ADX plus BDY plus CDZ. Je vous rappelle, on fait le produit scalaire. Voilà. Et donc maintenant, on veut voir si on peut trouver une énergie potentielle à partir de là. Donc on va intégrer ça. Intégrale de DEP, ça va être égal à l'intégrale de ce truc-là. Ok. Donc c'est-à-dire moins AX plus BY plus CZ. Voilà. Plus une constante d'intégration. Ok. Et donc ça, on voit bien que c'est quelque chose qui est défini. C'est-à-dire que pour une force constante qui valait AI plus BJ plus ZK, on a réussi à définir une énergie potentielle qui vaut moins, entre parenthèses, AX plus BY plus CZ, plus définie à une constante près. Donc, ça veut dire que notre force est conservative. Voilà. Si jamais vous avez des forces non conservatives, ou dissipatives, on dit aussi, comme les frottements, vous n'arriverez pas à écrire explicitement ça sous la forme d'une intégrale, et donc vous ne pourrez pas définir de potentiel lié aux forces de frottement, par exemple. Un exemple, justement, de force constante, ça pourrait être le poids. Donc, dans un repère cartésien orienté vers le haut, le poids s'écrira toujours de cette façon-là. P est égal à moins mgj, avec j qui est un axe, un vecteur unitaire orienté vers le haut. Et donc, on sait déjà que l'énergie potentielle liée au poids, EP, est égale à, vous le savez depuis le lycée, mgy plus une certaine constante. Et donc, on a bien exactement ce qu'on a écrit ici, appliqué au poids. On voit que pour le poids, on peut définir une énergie potentielle. Donc, ça c'était un exemple pour montrer que le poids, qui est une force constante, est bien conservative. Est bien une force conservative. Voilà. Maintenant, l'autre question, c'était de montrer que dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Alors,
Question un peu plus technique et un peu moins calculatoire. Cette fois-ci, on va donc encore s'intéresser au travail, mais on va justement le relier avec l'énergie mécanique. En gros, on va chercher à démontrer le théorème de l'énergie mécanique, justement. Pour ça, il va falloir qu'on passe par un théorème que vous avez appris cette année, qui est le théorème de l'énergie cinétique. Alors, ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que, donc je vais écrire ici, TEC, pour deux points A et B, on va avoir EC de B moins EC de A, qui va être égal au travail entre A et B. Donc au travail des forces auxquelles notre point est soumis. Voilà. On va partir de ça, et grâce à ça, on va essayer de démontrer la proposition qui nous demande en deuxième question. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va séparer ce travail en deux composantes distinctes. Le travail des forces conservatives et le travail des forces non conservatives. Ok? Je vous rappelle que comme le travail c'est juste une intégrale et que l'intégrale c'est quelque chose de linéaire qu'on peut séparer, eh bien, on a carrément le droit de faire ça. Donc, je vais écrire ça ici. EC de B moins EC de A, c'est égal au travail entre A et B des forces conservatives plus le travail entre A et B des forces non conservatives, que je vais écrire comme ça. Voilà. Maintenant, comme on a une égalité qu'on veut démontrer et que dans le second membre de l'égalité, on a seulement le travail des forces non conservatives, eh bien, on va juste faire passer ça, entre guillemets, de l'autre côté. Ok? Donc, moi, comme j'ai un tableau, je peux le faire directement comme ça. Voilà. Et à partir de là, il reste juste à se rappeler qu'en fait, à déduire que le travail ici, entre A et B des forces conservatives, ça va justement être l'énergie potentielle de notre système. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? Eh bien, en fait, je vous rappelle la définition, on a que DEP, j'oublie toujours le D, va être égal à moins FDR. Et ça, c'est également la définition du travail élémentaire, delta W. Okay, donc, ça veut dire que si on intègre EP entre A et B, on va écrire ça EP de B moins EP de A, eh bien, ça va nous donner justement moins de travail entre A et B. Ok? Ça, encore une fois, c'est vrai seulement pour des forces conservatives, puisque je vous rappelle, grâce à la question précédente, qu'on peut définir une énergie potentielle seulement à partir de forces conservatives. Ok? Voilà. Donc, on a juste maintenant à remplacer ça par ce qu'on a écrit là. Et vous allez voir, après ça, ça va aller tout seul. Pourquoi? Puisqu'on sait que énergie potentielle plus énergie cinétique, ça nous donne l'énergie mécanique. Ok? Donc, c'est ce que je vais écrire ici. EC de B moins EC de A moins EP de B. Excusez-moi. Maintenant, on a moins W de A à B qui est égal à ça, pardon. Donc on va directement injecter ça là-dedans, donc ça me fait plus EP de B moins EP de A, donc plus EP de A. Non, excusez-moi. Je refais cette étape-là. Excusez-moi, j'ai mal expliqué. On a que moins W de A vers B, c'est égal à EP de B moins EP de A. Donc ici, on va avoir EC de B moins EC de A plus EP de B moins EP de A. Voilà. J'ai juste remplacé ce qu'on avait ici à la place de ça. Voilà. Excusez-moi, c'est moi qui me suis embrouillé. Et donc ça, on sait que c'est égal à ce qu'on a ici, c'est-à-dire le travail entre A et B de l'ensemble des forces non conservatives. Voilà. Et ce truc-là, eh bien là on a EP de B plus EC de B, ça nous donne l'énergie mécanique au point B. EC de A, enfin moins EC de A moins EP de A, ça va nous donner moins l'énergie mécanique au point A. Donc finalement, on va voir que EM de B moins EM de A est égal au travail entre A et B. C'est ce que je vais écrire ici. EM
de B moins EM de A est égal au travail entre A et B de toutes les forces non conservatives.